Les ninjas. Auréolés de mystère, ces personnages énigmatiques sont encore décriés de nos jours. Dans le Japon féodal, tandis que les seigneurs des différentes provinces s'affrontent pour étendre leur hégémonie sur le pays, ces guerriers de l'ombre vont changer de façon radicale les règles du jeu. Ils sont passés maîtres dans l'art de l'espionnage, de la conspiration et de la guerre secrète. Voici la véritable histoire de Tanba. Formé par l'un des grands maîtres ninjas, il a affronté les seigneurs de guerre les plus redoutables. Dans ce film, vous seront dévoilés les petits et grands secrets de ces guerriers d'exception, ainsi que leurs techniques de combat meurtrières. Et l'un des derniers maîtres ninjas s'exprimera pour la première fois à la télévision. Les ninjas étaient les meilleures unités spéciales de toute l'Asie orientale. Ils excellaient dans leur domaine. Les ninjas sont devenus un phénomène de la culture populaire dans le monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, ces guerriers invincibles japonais fleurissent dans les bandes dessinées, les films de série B, les jeux vidéo, et ils s'exportent partout dans le monde. Portés au rang de héros dotés de pouvoirs surhumains, ils deviennent vite un mythe. Pourtant, ils ont véritablement existé. Il est étonnant de constater qu'au pays du soleil levant, les ninjas ont une réputation douteuse et passent pour des voleurs et des meurtriers. Si de nombreux Japonais ont un ancêtre ninja, ils ne l'avouent qu'à contre-cœur. Mais cela ne ternit en rien la popularité de ce parc d'attractions ninja. Les ninjas sont dépeints, notamment au cinéma, comme des voleurs et des assassins. Mais nous n'avons rien à voir avec eux. Mais alors, qui étaient les ninjas? Des bandits, des criminels, des surhommes versés dans l'art de la guerre? Cette enquête palpitante nous ramène 4 siècles en arrière. Au XVIe siècle, Tanba Momochi est l'un des ninjas les plus célèbres du Japon. Pourtant, l'histoire de sa vie demeure aujourd'hui encore nimbée de mystères. Et les chroniques d'Iga nous apprennent peu de choses au sujet du jeune Tanba. À l'instar de tous les maîtres ninjas, il a été soumis à un entraînement intensif pendant son enfance sous la surveillance de son clan. À l'âge de 12 ans, Tanba accompagne son grand-père, qui est aussi son maître, lors d'une mission d'espionnage. Déguisés en bûcherons, ils partent sur les traces d'un important marchand de poudre à canon. Leur objectif, rassembler des informations au sujet de livraisons secrètes d'armes. La mission n'est pas sans danger, car le marchand est escorté de ses gardes du corps, de féroces samouraïs. Ces hommes peuvent se montrer assez imprévisibles, surtout si un jeune blanc-bec ose leur manquer de respect. L'affrontement tourne au bain de sang. Pour le jeune Tanba, le choc est rude. Mais désormais, cette dure réalité fait partie de son quotidien. Il tire malgré tout un enseignement de cette expérience. Un guerrier ninja doit s'affranchir de la peur, du doute et de la fierté. En 1560, à l'issue de la bataille d'Okehazama, le pouvoir shogunal en place perd le contrôle du pays. Le Japon plonge alors dans l'anarchie. Les différents seigneurs et leurs armées de samouraïs s'affrontent au cours de conflits sanglants au gré d'alliances mouvantes. L'enjeu est de taille. Celui qui acquiert le plus de pouvoir pourra s'arroger le titre de nouveau shogun.
Au cours des guerres qui déchirent le Japon pendant 2 siècles, un nouveau type de soldat émerge, qui remporte aussi des victoires impressionnantes hors des champs de bataille, le mercenaire ninja. Un chef de guerre mandatait un ninja essentiellement pour 3 motifs: l'espionnage, l'infiltration et les incendies volontaires. Il perpétrait également des meurtres sur commande et semait la confusion en brouillant les pistes vêtus de la tenue de leurs ennemis. Les ninjas proposaient leurs services à travers tout le pays. Ils signaient leurs contrats dans le plus grand secret et même leurs familles ignoraient où les menait leur mission. Les samouraïs ne voulaient pas qu'on sache qu'ils faisaient appel aux ninjas. Cela transgressait sans doute leur code de l'honneur, de se débarrasser d'un ennemi en le faisant assassiner, ou en mettant le feu à son château. Il est plus facile de comprendre cette défiance à l'égard des ninjas si l'on connaît le code de l'honneur des samouraïs. Selon la tradition des samouraïs, les gentilshommes dignes de ce nom s'affrontaient uniquement dans le cadre d'un duel. C'était un combat d'homme à homme, jusqu'à la mort. La doctrine des ninjas était exactement à l'opposé. Ils trompaient leurs ennemis, usaient de manœuvres sournoises et agissaient souvent à la faveur de la nuit. Et il semble que les hommes de la province d'Iga étaient particulièrement talentueux. À travers tout le Japon, de petits groupes d'hommes pratiquent l'art de la guerre selon les techniques des ninjas, mais aucun n'arrive à la cheville des guerriers d'Iga. Tandis que le jeune Tanba et son grand-père reprennent le chemin de leur village, Oda Nobukatsu, le fils du plus puissant seigneur de guerre du Japon, s'impatiente. Son marchand de poudre n'est toujours pas arrivé. Tomo! 火薬職人が襲撃されました。何？我々の7日ほど前に報告を受けまして、火薬商人たちはこの辺りで伊賀者に襲われたと。あれ？伊賀め！ La province d'Iga, contrée sauvage entourée de montagnes, est un refuge idéal pour ceux qui ont fui la guerre, pour les samouraïs dissidents et pour les petits propriétaires terriens qui veulent défendre leur garde face aux seigneurs voisins. La plupart des hommes d'Iga, et même quelques femmes, s'exercent à l'art de la guerre. Les troupes d'infanterie sont composées de paysans qui s'entraînent de temps à autre après les travaux des champs. En revanche, les soldats d'élite, comme Tanba, pratiquent un entraînement intensif. Un conseil des anciens composé de 12 membres adopte par voie de vote les décisions importantes. Un système démocratique unique en son genre dans un pays ébranlé par la guerre. Pour garantir leur indépendance, les chefs du clan signent un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression de la province. Certains ninjas, notamment ceux des provinces d'Iga et de Koga, se transmettent des informations émanant de leur réseau d'espionnage et s'échangent des stratégies et des techniques de combat. Dans le Japon moderne, ce savoir ancestral est presque tombé dans l'oubli. Pourtant, un homme connaît encore les secrets du ninjutsu, l'art de la guerre selon les techniques des ninjas. Le grand maître Jinichi Kawakami a été initié au ninjutsu à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il transmet ses connaissances à une poignée d'élus. Le ninjutsu n'est pas un art martial en tant que tel, plutôt une école de stratégie et de tactique, ou comment mettre en application ces compétences-là contre l'ennemi. Autrement dit, toutes les techniques visant à assurer sa propre survie. L'enseignement des ninjas va bien au-delà d'un simple art martial.
Néanmoins, les élèves de Jinichi Kawakami commencent leur apprentissage par des techniques simples, comme grimper aux arbres et manier des armes anciennes. On peut piquer à ce niveau, dévier la lame, atteindre les mains. Là, si l'ennemi recule, on tire comme ceci. Il y a une lame et on lui tranche le cou. Un garçon né dans une famille de samouraïs devait apprendre le protocole, l'équitation et l'art de manier l'épée. Un aspirant ninja devait maîtriser tout cela, et en plus, il devait savoir s'infiltrer partout, se camoufler, allumer des incendies, fabriquer des bombes, être fin psychologue, connaître la chimie. La liste est sans fin. Pendant des années, Tanba apprend les secrets de ses ancêtres. Il s'initie même au métier d'acteur. Au XVIe siècle, il est difficile de voyager sans encombre à travers les territoires des seigneurs de guerre. Pour se préparer à ces missions, Tanba apprend à se faire passer pour un moine itinérant. C'est une couverture parfaite pour franchir incognito les frontières les mieux gardées. Il apprend les différents accents régionaux et acquiert des connaissances propres à la population locale jusqu'à ce que son personnage soit parfaitement au point. Les ninjas ont une méthode particulière pour repérer le passage des caravanes dans les contrées sauvages. Ils goûtent la terre pour y détecter des traces de sel, révélatrices de la transpiration que les hommes et les bêtes de somme ont laissée derrière eux. Les ninjas élaborent aussi une nourriture énergétique compacte afin de réduire le poids de leur pactage lorsqu'ils partent pour des missions lointaines. Chaque famille met au point sa propre recette, un mélange à base de riz, de sarrasin, de feuilles de thé et de sang de poisson. On mangeait une boulette 3 fois par jour à peu près. À l'époque, ça faisait office de repas. Et on survivait, ce qui veut dire que c'était nourrissant. Pour ces guerriers, bien se nourrir est une question de survie. Comme tous les jeunes de son âge, Tanba aime les sucreries, et notamment les gâteaux de riz. Mais les ninjas sont soumis à un régime très strict. Ils doivent consommer beaucoup de légumes, du tofu, des noix, et surtout des aliments inodores. En effet, un plat qui contient trop de sucre, d'oignon ou d'ail peut causer la perte d'un ninja. Un samouraï bien entraîné peut ne pas voir un ninja dans l'obscurité, mais le cas échéant, il peut le repérer à l'odeur. Les guerriers ninjas doivent donc veiller à leurs odeurs corporelles pour ne pas devenir des cibles faciles. Comment les villageois ont-ils pu acquérir une telle somme de connaissances ? Quel est le secret de leurs aptitudes hors du commun? Selon certains historiens, ce savoir leur aurait été transmis par des sociétés secrètes chinoises dont quelques membres se seraient réfugiés dans la province d'Iga. Les ninjas pourraient aussi avoir été initiés par les Yamabushi, des ascètes vivant dans la montagne. À l'époque, les ninjas et les Yamabushi vivaient dans les montagnes. On prêtait à ces moines toutes sortes de super-pouvoirs, comme par exemple celui de bondir dans le ciel et de chevaucher les nuages. Dans la tête des gens, ils pouvaient disparaître et réapparaître n'importe où, ou encore manipuler n'importe qui. Les contrées montagneuses d'Iga permettent aux moines de renforcer leurs qualités physiques et spirituelles. Des heures durant, ils s'installent par exemple sous une cascade pour prier. Ces exercices de pénitence sont censés leur conférer un pouvoir sans faille sur leurs ennemis. La sagesse des Yamabushi, leur foi et leur discipline de fer sont une source d'inspiration pour les guerriers ninjas. Les moines enseignent également aux ninjas les secrets des plantes, qui peuvent aussi bien servir à guérir qu'à tuer.
Ça, c'est le dokudami, très connu encore aujourd'hui. On en fait des tisanes. Au Japon, on considère qu'il élimine les toxines. Mais il y a une autre manière de l'utiliser. Voici une feuille. Autrefois, on la passait sur le feu et on l'appliquait sur une plaie infectée pour en faire sortir le poison. Les ninjas utilisaient aussi des larves qu'on trouve souvent dans les toilettes et qu'on appelle onagauji ou onagamushi. Les ninjas les faisaient sécher. Quand on les jette dans le feu, elles dégagent une odeur pestilentielle et tous ceux qui sont à côté s'endorment. Le savoir des ninjas se transmet de génération en génération. Les rares manuels à ce sujet circulent sous le manteau et sont volontairement rédigés de façon incomplète. Seul l'enseignement d'un maître permet à l'élève de comprendre le contenu hermétique de ses ouvrages. Le corps doit être affermi, tout comme l'esprit. L'endurance est un mot-clé de la philosophie ninja. Les pénitences quotidiennes constituent l'aspect le plus brutal de l'éducation des jeunes apprentis. Pour maîtriser cet art, il faut commencer dès l'enfance. De nos jours, personne n'a le temps ni l'endurance nécessaires. Or, cette discipline nécessite un investissement total. En endurcissant ses membres, un ninja peut par exemple se faire passer pour un mendiant vieux et faible. Pour s'infiltrer chez l'ennemi, les ninjas devaient escalader des murs, grimper aux arbres. Cela nécessitait une grande force au niveau des orteils. Chaque muscle du corps est sollicité. Les pieds, les mains, les doigts, même la tête doit être endurcie. Lors de leur mission de nuit, les ninjas se repéraient grâce au toucher. C'est pourquoi on ne renforce pas les paumes des mains pour qu'elles gardent leur sensibilité. En revanche, le corps doit être comme une armure. Aujourd'hui encore, cet entraînement est un processus extrêmement douloureux. Après des années d'apprentissage, Tanba doit se soumettre à une dernière épreuve qui ne fait pas appel uniquement à sa force physique. Son maître veut tester son sixième sens. Je ne sais pas car aucun assassin n'a jamais cherché à attenter à ma vie, mais je pense qu'on peut réellement pressentir la volonté de tuer. À présent, le vieux maître sait que son petit-fils a franchi toutes les étapes. Tanba est devenu un vrai ninja. Peut-on vraiment apprendre à développer son sixième sens, son intuition? Selon la tradition ninja, la réponse est oui. Les élèves commencent par écouter le son d'une aiguille qui tombe sur le sol. Il ne s'agit pas tant d'écouter que de développer son attention. Le fait de se concentrer sur un son très faible permet d'aiguiser les sens. Pour les élèves plus avancés de Jinichi Kawakami, un autre exercice consiste à fixer son regard sur la flamme d'une bougie. En faisant ces exercices, on peut s'isoler du monde extérieur, ou à l'inverse, on peut entendre des sons même lointains. Si l'on n'est pas habitué, ça fait mal aux yeux. C'est un exercice très important. Il est ainsi possible de rendre plus performant chacun des 5 sens, et même d'en développer un 6e. À l'issue de son apprentissage, Tanba accède rapidement au rang de maître ninja. Son grand-père lui a enseigné la sagesse de leurs ancêtres et toutes leurs techniques de combat. Bientôt, il va devoir affronter une épreuve déterminante pour la destinée de son clan.
Autour de la province d'Iga, le monde a changé. Le père de Nobukatsu, Oda Nobunaga, a accédé au pouvoir et soumet les provinces japonaises les unes après les autres. Les ninjas savent qu'ils seront les prochains sur la liste, car les alliés d'Oda encerclent presque entièrement la province d'Iga. Les ninjas représentent un danger pour la politique expansionniste d'Oda et menacent l'approvisionnement de son fief. Afin de pouvoir attaquer cette province, Oda avait besoin d'une forteresse. Il a donc ordonné à son second fils, Nobukatsu, d'édifier le château de Maruyama. Si Nobukatsu parvenait à soumettre la province d'Iga, ce serait pour lui une belle occasion de faire ses preuves aux yeux de son père. Tanba est conscient que la forteresse est une menace pour son peuple. Il fait alors appel au meilleur espion de son clan. Un ninja en mission se devait de ne jamais succomber à ce qui faisait alors figure de maladie, à savoir la peur, le désir ou encore l'orgueil. Il devait au contraire les maîtriser en toute occasion. Il faut parfois des années pour qu'un espion parvienne à infiltrer un milieu. Mais la ravissante Konoha, qui n'a pas froid aux yeux, a ses entrées dans le quartier chaud de la ville. Si elle se faisait prendre, elle signerait son arrêt de mort. Mais la belle est pleine de ressources. Ça, c'est une aiguille Sanryoshin classique, à pointe triangulaire. On peut aussi utiliser de petits modèles. On l'entoure de papier et on la place dans la bouche avant de s'endormir. Si jamais on est attaqué durant le sommeil, on peut la cracher sur l'ennemi et en profiter pour s'enfuir. Tanba prie pour l'âme de Konoha. L'ennemi est désormais en alerte. Il est donc impossible de s'introduire dans la forteresse à l'aide du laissez-passer. Tanba doit alors recourir aux grands moyens et lancer une offensive frontale. Pour cela, il a besoin d'informations concernant la puissance de l'adversaire. Il se déguise en moine, ce qui lui permet de passer inaperçu. Il porte un sachet contenant des haricots dont il connaît le nombre exact. À chaque fois qu'un soldat passe, Tanba laisse tomber un grain.
Le soir, il lui suffit de compter les haricots qui restent dans le sachet pour savoir combien de soldats gardent la forteresse. La conquête d'une telle place forte nécessite une préparation minutieuse. Tanba a imaginé la stratégie suivante. Une unité d'élite de ninjas va infiltrer le château, puis soutenir de l'intérieur l'offensive principale. Le premier rempart contre une attaque ninja, c'était les éclaireurs. Ces soldats patrouillaient dans le périmètre du château. Ils se faufilaient jusqu'à leur cachette, d'où ils donnaient l'alerte en cas de danger, en envoyant des signaux secrets. L'espion progresse à pas de loup derrière son ennemi, en adoptant son rythme et en avançant sous le vent. Soudain, il porte le coup fatal à sa victime. Pour ne pas éveiller les soupçons des gardes, le ninja envoie le signal convenu indiquant que tout va bien. Voici un autre élément de défense. Plusieurs feux judicieusement placés qui éclairent un remblai de gravier entourant la forteresse. Si les ninjas veulent traverser ce terrain à découvert sans être inquiétés, il faut qu'ils détournent l'attention des gardes. C'est là qu'une deuxième unité d'élite entre en action. Elle déclenche un incendie pour faire diversion. Les ninjas devaient ensuite traverser les douves sans se mouiller, pour ne pas laisser d'empreintes de pas dans le château. Pour cela, ils avaient plusieurs techniques. Par exemple, un radeau en bambou fixé sur des tonneaux. Cela leur permettait de passer de l'autre côté. Les gardes s'attendent à ce que l'assaut ennemi provienne de l'extérieur de l'enceinte. Pendant ce temps, Tanba et ses guerriers grimpent sur les murs de la forteresse, dans un silence absolu. Les ninjas sont capables d'escalader des murs très hauts. Une fois dans la place, le plus difficile est de ne pas se faire repérer. À l'intérieur du château, ils devaient rester silencieux. Peu de Japonais le savent, mais les nattes de paille traditionnelles que l'on trouve dans la plupart des maisons étaient fabriquées de manière à contrer les attaques nocturnes des ninjas. Le tissage de ces nattes est particulier, c'est-à-dire que les fils de trame vont dans un seul sens. Si le pied frotte dans le sens des fibres, on n'entend aucun bruit. Mais la natte est disposée de façon à ce que le pied frotte dans le sens contraire des fibres. Et cela produit un son qui alerte les gardes. Les ninjas se sont introduits dans la place forte depuis plusieurs heures et pour l'instant tout semble calme. La manœuvre de diversion a fonctionné, mais elle a mis l'ennemi en état d'alerte. C'est pourquoi Tanba et ses hommes restent cachés jusqu'à ce que la fatigue gagne les gardes. Quand les ninjas se déplaçaient dans les couloirs ou dans les appartements du château, le silence absolu s'imposait. Pour cela, ils avaient mis au point une technique particulière. Ils marchaient en posant leurs pieds sur le dos de leurs mains, qu'ils plaçaient d'abord à plat sur le sol. Quand ils passaient à côté de personnes endormies, ils mettaient dans leur bouche un papier plié, pour que leur souffle soit dévié latéralement et qu'il n'effleure pas le visage du dormeur.
Le sommeil est le pire ennemi de tout soldat. Tapi dans l'ombre, le ninja profite du moindre instant d'inattention pour frapper. Après avoir assassiné le commandant, Tanba donne le signal de l'assaut. Dehors, les troupes ninja passent à l'attaque, tandis que Tanba déclenche une gigantesque explosion en mettant le feu aux réserves de poudre. La forteresse censée soumettre la province d'Iga disparaît dans un immense brasier. Iga a réussi à préserver sa liberté. Nobukatsu, le fils du plus grand seigneur de l'époque, a perdu la bataille face à une poignée de mercenaires hors la loi. Assoiffé de vengeance, Nobukatsu décide de lever une nouvelle armée l'année suivante, sans en informer son père. Les ninjas sont inférieurs en nombre, mais très bien préparés. Ils sont avertis de l'arrivée des envahisseurs par des signaux de fumée. Nobukatsu se moque de toutes les mises en garde. Il veut réaliser un coup d'éclat pour impressionner son père. Fort de son armée de 8000 hommes, il s'apprête à franchir le col qui conduit à la province d'Iga. À cet instant, le général de Nobukatsu est sûr de la victoire. Les armées samouraïs devaient franchir des rivières comme celle-ci, et le travail des ninjas consistait à tromper les soldats. Pour cela, ils fabriquaient des leurres, comme cette pierre attachée à des roseaux avec une corde. Ils adaptaient la longueur de la corde à la profondeur de la rivière. Ils installaient ces leurres par centaines, et ainsi le cours d'eau paraissait peu profond et facile à traverser. Quand les samouraïs se précipitaient pour traverser, ils se noyaient avec leur monture. Les ninjas connaissaient parfaitement la configuration du terrain, et ils ont pu ainsi tenir tête aux forces shogunales. Ils attirent l'armée de Nobukatsu au cœur de la forêt d'Iga, et la campagne militaire qui s'annonçait glorieuse tourne au cauchemar. Nobukatsu combattait une armée invisible qui avait recours à tous les stratagèmes possibles pour remporter la victoire. Quand on les jette, ils ont toujours une pointe orientée vers le haut. Quand vous êtes poursuivis, vous les éparpillez derrière vous, et malheur à celui qui marchera dessus. Les ninjas étaient experts en explosifs. Par exemple, ils remplissaient 2 petits récipients avec de la poudre à canon, des éclats de ferraille et autres, et ils les assemblaient en les collant avec du papier.
Pris de panique, les samouraïs battent en retraite. Ils ont aperçu des lueurs en haut de la colline et pensent qu'il s'agit d'une armée ninja. Mais là encore, c'est un leurre. Ce sont en fait des flambeaux accrochés dans les arbres. La défense d'Iga était bien organisée. Les ninjas ne manquaient pas une occasion d'affaiblir leurs ennemis en ayant recours à des tactiques de guérilla et à des attaques surprises. Il est arrivé que les ninjas sèment une telle confusion que les soldats de Nobukatsu en viennent à se battre entre eux. Nobukatsu sort vivant de cette bataille, mais il a perdu l'un des généraux les plus valeureux de son père. Cette deuxième défaite contre les ninjas jette le déshonneur sur la famille du puissant Oda Nobunaga. Nobunaga ne pouvait pas tolérer la défaite subie par son fils, car elle portait atteinte à l'honneur du clan Oda. De plus, les ninjas menaçaient les voies de communication de la province. Cette fois, le commandant en chef ne laisse rien au hasard. Il envoie l'armée régulière attaquer la province sur 7 fronts en même temps. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 55 000 soldats contre 10 000 ninjas. Les hommes d'Iga doivent prendre une décision. Fuir, continuer les actions de guérilla ou affronter ouvertement l'ennemi. Tanba décide d'interroger l'oracle. Dans le Japon médiéval, la superstition était très répandue. Les gens pensaient qu'on pouvait prédire l'avenir en observant les étoiles ou les nuages. On enseigne aussi ce genre de choses, mais en précisant bien qu'il ne faut pas y croire. Disons que lors d'un choix vraiment difficile, on peut toujours y recourir, de la même manière qu'on implore les dieux. Tanba prend une décision lourde de conséquences. Il restera dans la province d'Iga pour se battre. Il compte sur l'habileté de ses guerriers d'élite pour combattre les samouraïs, même s'ils sont en supériorité numérique. Cette fois-ci, les actions de guérilla ne suffisent pas. Les ninjas doivent aussi se préparer à un affrontement direct dans leur base militaire. Si les armées samouraïs se lancent à l'assaut d'un camp ninja, elles auront droit à quelques surprises. Voici à quoi ressemble une de ces bases militaires. Elle repose sur un système de défense complexe, composé de rizières faisant office de barrières et de champs de mines. Elle abrite aussi des caches d'armes et des chemins de fuite secrets. Les forteresses ninja avaient l'apparence de simples domaines fermiers, mais en réalité, c'étaient de vraies souricières. Si les samouraïs réussissent à pénétrer dans la forteresse, ils se retrouvent ensuite piégés à l'intérieur des maisons. Des portes dérobées facilitent la fuite. Il existe de nombreuses caches d'armes et des cachettes destinées aux embuscades. Cela permet d'épier les intrus et de les tuer. Ici, on dirait un parquet tout à fait ordinaire. Mais en réalité, il a été conçu pour dissimuler des armes. Les ninjas possèdent un arsenal impressionnant, composé notamment de grenades
et de gaz neurotoxiques. Même de simples anneaux peuvent devenir des armes dangereuses. Les anneaux sont tranchants des deux côtés. On peut donc tout à fait les utiliser contre un ennemi. Même un bambou, en apparence inoffensif, peut devenir une arme mortelle. Dans celui-ci, il y a une chaîne lestée, mais il peut aussi être équipé d'une lame ou d'un dispositif destiné à aveugler l'adversaire. Suivant ce qu'on vise, ça peut fendre le crâne ou briser les jambes. Tanba ordonne à ses hommes de s'équiper pour le combat et de préparer des stocks de poisons, de remèdes et d'explosifs. Mais cette fois, les hommes d'Iga seront en position de faiblesse avant même le début de la bataille. Jusqu'à présent, les ninjas de la province voisine de Koka n'avaient pas pris part au conflit. C'est alors qu'un chef de guerre de Koka sollicite une audience auprès de Nobukatsu. Bien entendu, parmi les différents groupes de ninjas, il y a eu des trahisons. Certains se sont rangés du côté de Nobunaga. Puis l'armée shogunale a finalement envahi la province par 7 routes différentes. Et dès lors, face à l'arrivée en masse des troupes régulières, les techniques de guérilla ne suffisaient plus. Le traître a livré les plans de défense d'Iga à Nobukatsu. Les camps militaires ninjas vont alors tomber les uns après les autres aux mains des samouraïs. Quelques unités occupent le nord, tandis que la plus grande partie de l'armée progresse vers le sud. Son objectif, encercler le dernier bastion ninja, la forteresse de Tanba. Le jour décisif est arrivé. Les hommes d'Iga vont livrer un ultime combat contre l'armée des samouraïs, galvanisée par la perspective de la victoire. Tanba est à la tête d'une armée composée de 450 ninjas et de 1200 soldats avec femmes et enfants, un effectif dérisoire comparé aux 30 000 hommes de l'armée de Nobukatsu. Ils ont commis là une terrible erreur. Un ninja n'affronte jamais de face un ennemi qu'il sait en position de force. Dans ce cas, il doit opter pour la fuite. Pendant 2 semaines, Tanba et ses hommes se battent sans relâche. Ils tiennent les samouraïs en échec lors d'attaques nocturnes, à grand renfort d'armes à feu et de bombes. Mais les ninjas ne peuvent pas résister très longtemps. Chaque jour, ils perdent des hommes. Peu à peu, le désespoir gagne les troupes. Tanba décide alors de jouer le tout pour le tout. Fidèle à sa réputation de maître ninja, il va tenter une ultime manœuvre.
S'il parvient à tuer le général de Nobukatsu en plein champ de bataille, cela poussera peut-être l'ennemi à battre en retraite. L'attaque surprise est un succès. Mais les troupes ne se replient pas pour autant. Les hommes d'Iga sont voués à une mort certaine. Ils ont été balayés. Ça a été la plus grande défaite des ninjas et elle a entraîné leur disparition. Malgré cet échec, Tanba a prouvé qu'il était un grand chef militaire, parce qu'il a résisté très longtemps face à une puissance écrasante. Le 24 novembre 1581, la forteresse de Tanba, le dernier bastion de la province d'Iga, tombe aux mains des samouraïs. Le lendemain, les soldats exécutent les basses besognes. Oda Nobukatsu ne veut pas simplement battre les ninjas, il veut les exterminer. C'est la fin d'une grande dynastie de guerriers. Certains ninjas sont parvenus à fuir vers les provinces voisines. Les rares qui soient restés dans celle d'Iga ont perdu leurs terres, leurs revenus, et ils ont été contraints de rejoindre les rangs de l'armée de Nobukatsu. D'autres ont eu moins de chance. D'après la légende, les rivières et les forêts d'Iga ont été rougies par le sang des victimes ninjas. On raconte que dans un village, plus de 400 hommes, femmes et enfants ont été décapités en une journée. Qu'est-il advenu de Momochi Tanba? Sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Tout laisse à penser qu'il a péri dans les flammes. Il est très intéressant de noter qu'à l'issue de cette bataille, les deux grands chefs ninjas n'ont jamais été retrouvés. D'après la légende, ils auraient mis le feu à leur propre maison pour camoufler leur fuite. Cela semble très surprenant, mais après tout, ils étaient des maîtres de l'illusion. Est-il possible que Maître Tanba ait mis en scène sa propre mort et qu'il ait en réalité pris la fuite par un tunnel que l'on a découvert plus tard sous les ruines? S'est-il déguisé en fantassin pour franchir les lignes ennemies? Nul ne le saura jamais. On raconte que les chefs ninjas possédaient souvent plusieurs identités et plusieurs familles dans différentes régions, toujours dans le but de disparaître plus facilement. Après sa fuite, Tanba a sans doute choisi un jeune disciple pour lui transmettre les secrets du ninjutsu. C'est ainsi que l'art des ninjas est passé d'une génération à l'autre jusqu'à nos jours. Quel jugement l'histoire porte-t-elle sur les ninjas? Étaient-ils des bandits roublards et des tueurs implacables, ou des soldats d'élite qui ont payé un lourd tribut pour défendre leur indépendance? L'idéal était bien entendu d'éviter l'affrontement, mais ça faisait aussi partie du travail. À l'époque des provinces en guerre, la mission des ninjas était de semer le chaos chez l'ennemi. Les ninjas étaient impitoyables
rigoureux et avaient à leur manière le sens de l'honneur. Ils étaient maîtres dans l'art de la mystification, mais ils n'ont jamais trahi leur maître et se sont battus jusqu'à la mort. Nous avons choisi de raconter la vie de Maître Tanba, mais il aurait sans doute préféré demeurer caché dans les brumes du passé. Comme le rapporte un célèbre écrit de l'époque, un bon ninja n'a pas d'odeur, n'est pas identifiable, et tout le monde se demande s'il a jamais existé. Dans un instant, quelques questions sur l'existence des vampires et des morts vivants et les réponses qui avaient été trouvées au Moyen Âge pour éviter